La conquête de la Kabylie, entamée en 1857 par le maréchal MacMahon, est presque terminée. Tout le pays kabyle est sous domination française et subit de profonds bouleversements. C'est à Adni, dans la région des Ethirathen, que naît en 1863 Siamar ou Saïd, issu d'une famille maraboutique, les Eth Belkacem ou Amr. Boulifa est son patronyme à l'état civil français, un nom qu'il ne portera qu'à partir de 1891. Il avait alors 28 ans, date de son inscription au registre des actes de naissance et comme en attestent également ses diplômes. L'état civil est instauré par la loi du 22 mars 1882 et au même titre que deux autres textes législatifs, le Senatus Consulte de 1863 et la loi Varnier de 1873, auront un impact important sur la société kabyle. La politique, probablement le processus qui avait radicalement cassé la société, c'était l'établissement, l'instauration de l'état civil. Quand on a découpé la terre, notamment pour les régions arabophones, la Kabylie a moins souffert de ces problèmes parce que la terre n'est pas très importante. Elle est montagnarde, elle n'a pas intéressé le peuplement colonial, sauf dans les plaines, etc. Pourquoi? Parce que la colonisation suivait les bonnes terres. Et du coup, la Kabylie n'était pas largement concernée par ni le fait du peuplement colonial, notamment dans les montagnes de Kabylie, ni non plus dans la dépossession foncière. D'ailleurs, la Kabylie ne fera pas l'objet du Senatus Consulte en 1863, ni des lois Varlier qui avaient organisé la francisation des terres et notamment la création de la propriété privée. Par contre, la création de l'état civil avait touché peut-être proportionnellement la Kabylie plus qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que on peut dire que créer des noms différents, c'était séparés dans la même famille. Je peux citer des cas assez fréquents pour nous ici, à Tamazirt notamment, des gens que je connais bien, des familles, mais chacun peut puiser un peu dans le stock de sa généalogie. Quand on cite les Doufen, les Doumen, les Doucen, etc., c'est de la même famille, mais c'est la même généalogie, mais elle était complètement découpée en plusieurs. Mais on trouve comme ça plusieurs familles. Donc l'état civil avait pratiquement séparé, fait des sillons, si tu veux, dans les généalogies et dans le son des familles, dans le son des parentés. C'est-à-dire qu'au fil du temps, il y avait des gens qui ont la même ancestralité, des Jeddis, comme on dit, mais qui étaient divisés en plusieurs noms. Et cette division en noms a fini finalement par faire disparaître la parenté qu'il y avait entre le même groupe généalogique et créer à peu près, on va dire, des groupes plutôt parallèles plutôt que des groupes compacts. Donc l'état civil a vraiment rendu quelquefois quelques segments généalogiques étrangers les uns aux autres. Et l'état civil avait fait disparaître finalement ces appartenances généalogiques et a créé une nouvelle façon de classification parentale. Donc on peut dire effectivement que la création de l'état civil, c'était quelque chose qui avait achevé la dépossession identitaire après la dépossession foncière. Boulifa est orphelin très jeune. C'est son oncle maternel, issu de la puissante famille des Eth Warmer, qui se charge de son éducation et le scolarise à l'école de Tamazirt, l'une des toutes premières ouvertes en Kabylie en 1875. Dès le début de l'invasion, l'instruction publique française faisait partie intégrante du projet politique colonial et avait pour objectif de contrôler l'influence des Zaouïas, qui contrôlaient l'enseignement du premier degré dans les villages et les villes. Les premières écoles d'enseignement mutuel ouvrent dès 1833.
En 1862, 12 écoles arabes françaises sont ouvertes dans les principaux centres urbains. Et en 1899, on dénombre 31 écoles sur l'ensemble du territoire national. Dire que la politique scolaire de la France a permis à beaucoup d'enfants d'aller à l'école, c'est une contradiction et on va dire, c'est un fait historique invérifiable et pratiquement, pour ne pas dire faux. Par contre, cela, quand on a dit ça, il n'y a pas eu beaucoup de fréquentation, etc. Probablement, la rareté de l'école avait donné aussi, paradoxalement, plus d'importance à la fréquentation de l'école, du fait qu'elle était rare. Ceux qui la fréquentent avaient acquis une sorte de prestige social, symbolique, beaucoup plus important que si l'école était massivement fréquentée. Ça, on le comprend très facilement. Les débuts de la fréquentation de l'école n'ont pas été les mêmes partout en Algérie. Beaucoup croient que la Kabylie avait bénéficié d'une sorte de faveur scolaire par la colonisation elle-même. Or, c'est faux, parce que la Kabylie était un lieu où il n'y avait pas un peuplement européen très important. Parce que là où il y avait le plus d'Européens, notamment à l'ouest de l'Algérie, dans la région oranaise, etc., les Européens, le peuplement européen, refusaient la scolarisation des indigènes de l'époque. Parce qu'ils considéraient, et aujourd'hui on va dire à juste titre, que si les indigènes fréquentaient massivement l'école, très vite la structure, le sens même, l'édifice même de la colonisation sera détruit. Parce que l'école va rendre petit à petit, d'année en année, de décennie en décennie, et rapidement donc, rendre les Algériens musulmans au même niveau que les Européens. Et ça ne s'appellera pas la colonisation du coup, ça sera vraiment une autre chose. En Kabylie, la contestation de l'école n'était pas importante, non pas par les Kabyles, comme on a souvent le dire. On disait quelquefois que les marabouts contestaient l'école, résistaient. Les Français, ou le discours historiographique colonial, on l'entend un petit peu dire effectivement qu'en Kabylie... alors, il y a deux choses essentielles. C'est que les écoles n'étaient pas du tout fréquentées, importantes. Un reportage d'Albert Camus en 1939 que j'ai eu l'honneur de traduire avec Asdin Kinzi, son fameux reportage, son premier reportage dans Alger républicain sur misère de Kabylie, montrait très très bien qu'en 1939, on est à un siècle, plus d'un siècle, 109 ans après la colonisation, le nombre d'écoles en Kabylie était insignifiant en 1939, c'est-à-dire 109 ans après la colonisation. Donc dire qu'il y a eu une politique scolaire, que la Kabylie avait bénéficié d'une politique scolaire, etc., importante parce que Boulifa, par exemple, avait fréquenté l'école et qu'il a écrit des livres après, etc., c'est pas vrai. C'est un accident historique, Boulifa, et non pas le produit de tout un système régulier. C'est un accident de l'histoire. Après avoir obtenu son certificat d'aptitude aux travaux manuels à l'école de Tamazirt, il entame une carrière de moniteur adjoint dans la même école, puis rejoint l'école normale de Bouzarea, section indigène, où il décroche son diplôme d'instituteur adjoint en 1896. Durant son passage à l'école normale de Bouzarea, il a comme professeur Belkacem Ben Sdira et René Basset, qu'il retrouvera en 1901 à la faculté des lettres d'Alger à sa nomination en qualité de répétiteur de berbère et d'arabe. Boulifa a abordé durant sa carrière plusieurs aspects du domaine d'études berbères. On peut distinguer trois périodes principales. Une première riche en travaux pédagogiques et qui peut être considérée comme une continuation de l'œuvre de Ben Sdira, s'étale de 1897 à 1904. Boulifa a été le continuateur de Ben Sdira. Il était aussi l'élève de Belkacem Sdira, il faut le savoir. Et s'il y a eu de différenciation en termes d'œuvres,
c'est les contextes qui ont changé, c'est les besoins qui ont changé. Par exemple, Boulifa, en 1913 aussi, il a publié un recueil de compositions uniquement en kabyle, qui ressemble au cours de langue kabyle de Belkacem Ben Saidira. C'est un clin d'œil à son maître. Voilà un peu la différence. Sinon, d'un point de vue, disons, sociopolitique ou idéologique, je dirais que Boulifa ou Belkacem Ben Saidira, ils ont été formés dans les mêmes appareils. Donc dans le même moule, dans le même moule, ils ont été formés dans des écoles normales d'instituteurs. À l'époque où Ben Saidira il était à l'école normale, il n'y avait pas d'école normale en Algérie, et il avait fait son école normale à Versailles, sous le Second Empire, avant 1865. Et puis, comme il y a eu des écoles normales, celle de Mustapha, d'Alger Mustapha, avant d'être transféré à Bouzaréa, c'est là où Boulifa a fait sa section, où il avait le brevet supérieur pour être, disons, après, enseignant dans une école, dans une école du bled, comment dire, dans une école à l'intention disons, de ses contributs. D'ailleurs, il a enseigné à Tamazirt avant d'être appelé à enseigner à l'école normale en tant que professeur de langue berbère et de langue arabe. Disons, la différence sur le plan idéologique, bon, on était, disons, dans le choix idéologique des élites de cette époque-là. C'est-à-dire, Boulifa a appartenu à ce qu'on appelait les jeunes Algériens. Les jeunes Algériens, c'était les premiers diplômés, avec le docteur Bentami et d'autres, qui demandaient l'égalité des droits entre les indigènes, où il y avait une discrimination entre les deux, même pas les diplômés. Donc, il y avait un combat pour la reconnaissance des deux communautés, pour être sur le même pied d'égalité. Évidemment, Belkacem Ben Saidira a joué la carte de l'assimilation, mais elle était dans la même, disons, dans le même combat, dans la même idéologie égalitaire. Par exemple, Belkacem Ben Saidira, bon, ça n'a pas été publié, il a dit qu'il rêvait d'une Algérie où on enseigne de manière généralisée les trois langues, qui sont la langue française, la langue arabe et la langue berbère. C'est durant cette période qu'il éditera une première année de langue kabyle, dialecte zouawa, à l'usage des candidats à la prime et au brevet de kabyle. Édité chez Jourdan en 1897. Son recueil de poésie kabyle, texte zouawa précédé d'une étude sur la femme kabyle, toujours chez Jourdan en 1904. En 1897, il publiera dans le bulletin de l'enseignement des indigènes une note sur quelques observations relatives à l'instruction des indigènes. Dans ses travaux, notamment dans son recueil de poésie kabyle et son étude sur la femme kabyle, Boulifa pose un regard interne sur sa culture et rompt avec le savoir colonial, en apportant parfois la contradiction scientifique aux visions des missionnaires et autres militaires. Boulifa n'avait pas de problème, à mon avis, d'identité avec lui-même. En tout cas, les textes qu'il produisait, ce n'étaient pas des textes pour satisfaire une frustration, un manque, une sorte de volonté d'intégrisme identitaire berbère, etc., comme on a tendance à le dire. Non. Il était là, il voulait répondre à un certain discours d'auteurs coloniaux sur la Kabylie. Et notamment celui qu'il trouvait à ce moment-là en vente, en circulation, qui était celui, les gros livres les plus importants, c'était ceux de Anoto Le Tourneux, d'ailleurs qui sont produits ici, dont les informateurs, les moullas, etc., sont des hommes appartenant à sa propre tribu, et voire même à sa propre famille, les Aïtouamar notamment, et du coup, et celui de Masqueret, et qui avait des discours d'ailleurs extrêmement élogieux sur la Kabylie. Et Boulifa défendait la condition de la femme. Il disait effectivement à Anoto, par exemple, que la femme kabyle n'est pas ce que tu penses. Elle n'est pas effectivement une femme sous tutelle.
Il disait sur les poètes, ce ne sont pas les poèmes que Anuto avait recueillis, il avait une sorte de critique vis-à-vis de ces poètes. Il dit, on n'a pas que des poètes incomplets, inachevés, qui font des choses complètement incohérentes, décousues, etc. Il cite d'ailleurs Simouhan. Et vraiment, on lui doit d'ailleurs l'invention pratiquement de Simouhan. C'est la propre invention de Boulifa. Il faut dire que Boulifa était le vivant de l'époque de Cheikh Mohamed el-Hussein, qui est aujourd'hui pour nous impossible. C'est-à-dire en Kabylie, à l'époque, on avait Boulifa qui écrivait en français, qui comprenait comme un universitaire français, et en même temps, à une montagne un peu plus loin, on avait Cheikh Mohamed el-Hussein qui était d'une autre, je veux dire, d'une approche aussi bien réflexive d'ailleurs. Hein. Sa poésie est excessivement réflexive, celle de Cheikh Mohamed plutôt. Donc, on avait la formation du discours que nous tenons aujourd'hui pour étant fondateur de la question identitaire berbère. Mais à l'époque, Boulifa ne faisait pas ça pour se défendre. Il disait tout simplement pour rétablir une certaine vérité, que les poèmes, que les coutumes, que la condition de la femme kabyle, que la manière dont les auteurs français voyaient la Kabylie était, il ne disait pas qu'elle était entièrement fausse, mais il ne disait pas non plus qu'elle est tout à fait ce qu'elle est. Et il semble être à la fois contre, par exemple, Anuto, comme tout à fait d'accord avec Masqueret, moins avec René Basset, etc. Donc il discutait avec eux. La seconde période, 1904 à 1905, concerne sa participation à la mission du marquis de Ségonzac au Maroc, soutenue par la Société de géographie de Paris et le Comité du Maroc. Cette mission a pour but d'effectuer un relevé topographique et une enquête approfondie du pays profond dans le sud marocain. Durant ce voyage, il sera accompagné de Louis Gentil, naturaliste et géologue, de René de Flotte-Roquevert, topographe et cartographe, d'Abdelaziz Zenaghi, répétiteur d'arabe à l'École des langues orientales. Le voyage au Maroc de Boulifa, ce n'était pas le chef de la mission Boulifa, mais il avait rempli un rôle original important, disons, en adéquation avec ses compétences, à savoir en tant que spécialiste de la langue berbère. Le voyage d'exploration du Maroc, c'était au début du XXe siècle, exactement en 1904. C'est-à-dire au niveau de la connaissance scientifique du Maroc, notamment concernant la cartographie, la minéralogie, et puis toutes les mesures aussi astronomiques et la géodésie. Le comité France-Maroc, dirigé par le Châtelier, c'est un comité parisien de droit privé qui voulait, disons, faire une exploration scientifique pour faire la connaissance du Maroc, aussi bien d'un point de vue géographique qu'humain, ethnologique. Il a envoyé une équipe de spécialistes, des géologues, Ségonzac qui était le chef de mission, et puis en même temps des personnes qui s'occupent de l'ethnographie arabe et berbère. Pour le berbère, c'était Boulifa. Pour l'arabe, il a envoyé un tlemcenien qui s'appelle Zenaghi, de l'École des langues orientales de Paris. Mais à plusieurs, il y avait aussi un cartographe du gouverneur général qui a fait partie de cette caravane. Et ils étaient partis au Maroc, disons en hiver, aux alentours du mois de novembre. Cette mission a duré quelque chose de 3 à 4 mois, jusqu'au printemps. Et là, ils avaient parcouru tout le Grand Atlas, de Demnat, je dirais le Maroc pré-saharien, et faisant le tour jusqu'à le pays du Souss. Et Boulifa, donc, qui accompagnait la caravane, il a étudié donc, les sociétés berbères, et surtout quand il s'est arrêté après à Marrakech et à Demnat, c'est là où il avait recueilli tous les textes, des textes marocains originaux,
ce sont les textes berbères de Demnat, justement, c'est un volume paru chez Ernest Leroux en 1909. C'est une contribution originale d'un point de vue linguistique, ethnographique. C'est des textes transcrits des textes berbères originaux et qu'il avait traduits. Disons, Boulifa, disons, c'est improvisé berbérisant d'un dialecte qui n'est pas le sien, qui n'est pas du kabyle, mais c'est le dialecte, disons, plutôt tamazirt de Demnat, entre le Pichleur et le tamazirt, disons, classique que nous connaissons. Durant cette mission, Boulifa rédige un journal de voyage, dont on ne retrouvera qu'une partie, conservée par ses descendants. Il recueille des informations inédites sur les mœurs et les coutumes des villages berbères qu'il traverse, et qui sont, dit-il, identiques à celles pratiquées en Kabylie. Boulifa, durant ce périple, s'intéresse également à d'autres domaines, tels la botanique, la géographie, la linguistique, l'ethnographie qu'il approfondit en la reliant à la vie quotidienne et en établissant des comparaisons avec la Kabylie. Au début de février 1905, Boulifa se détache de la mission Ségonzac à Marrakech, où il entreprend la rédaction de son recueil de textes berbères de l'Atlas marocain, grâce à son informateur originaire de l'Atlas. Cette collaboration a donné naissance à des textes d'une valeur inestimable sur la vie quotidienne des Berbères de l'Atlas. Boulifa a également constitué un lexique comprenant les noms d'animaux, d'oiseaux et de plantes, et recueilli durant cette période des légendes animalières et des contes. Tous ces textes ont été rédigés dans le dialecte tamazirt que l'on parle à Demnat, ville située au pied du Grand Atlas marocain. La mission marocaine se termine au printemps 1905. Ammar Boulifa annonce ses découvertes en juin, dans une séance de la Société asiatique. En 1908, il publie chez Ernest Leroux à Paris ses textes berbères en dialecte de l'Atlas marocain. 1908 est une année charnière dans la carrière scientifique d'Ammar Boulifa. Cette année marque le début de la troisième période 1908 à 1925 qu'il consacrera à l'archéologie, l'épigraphie et l'histoire de la Kabylie. En 1908, René Basset, qui a eu connaissance d'une inscription libyque près du village d'Ifira, dans la région d'Azazga, suivant quelques informations fournies par Stéphane Gsell, archéologue et professeur d'histoire à l'université d'Alger, charge à titre officieux Ammar Boulifa de recueillir plus d'informations sur ce site. De retour de cette mission, Boulifa rend compte de ses observations à René Basset, qui lui confie alors une mission agréée par l'Académie d'Alger et subventionnée par le gouverneur général. En 1909, il bénéficie d'un congé de 8 jours, du 15 au 14 mai, et se rend sur le lieu où se trouve l'inscription. Il procède à une étude géographique du lieu et à une interprétation épigraphique de la stèle, qui comporte pas moins de 300 signes. Il découvre également un fragment de stèle à Tel Agala, non loin d'Ifira, au lieu dit Tejlibd Ouaoudéo, le saut du cheval, sur laquelle on distingue un guerrier à cheval en train de sauter un obstacle. Boulifa publiera le récit de ses investigations dans la revue archéologique à Paris en 1909. Cette première mission de Saïd Boulifa chez les Ethroubri a montré qu'on peut faire de nombreuses découvertes archéologiques si l'on procède à des fouilles systématiques, et a convaincu le gouverneur général qui lui a accordé l'année suivante une deuxième mission. Durant cette mission, qui débutera le 7 août 1910, Ammar Boulifa fait plusieurs nouvelles découvertes archéologiques. Un fragment trouvé à Chorfa, Ethroubri, une borne à Shbel, Ethroubri, une borne à Agmoun el-Bir, un fragment de borne militaire romaine au village de Hendou. En 1911, il repart en mission dans la région et découvre une stèle représentant un homme menant un troupeau de bœufs entre Bouhini et Ahmil, Yakouren, et une seconde latino-libique est retrouvée à Sahel, Ethidjer. Une troisième découverte est celle d'une pierre que les autochtones appellent Azroun Tbaqan Tukra, la pierre du couvercle de Toukra. Fort de ces résultats, Ammar Boulifa se voit confier encore une mission dans le but de découvrir d'autres dessins et inscriptions rupestres dans le Haut-Sebao.
Ce voyage durera du 3 avril au 10 mai 1912 et couvrira une vaste région située entre le Sebaou et la mer, qui s'étend de Makouda à Kebouche et de Koukou jusqu'au col de l'Akfadou. L'exploration la plus méthodique a eu pour terrain les deux communes mixtes de Mizrana et d'Esfoun. Cette mission archéologique sera couronnée de succès puisque Boulifa y fera de nombreuses découvertes. L'ensemble de ces travaux archéologiques font qu'Amar Boulifa peut être considéré comme un précurseur de l'archéologie en Kabylie. Disons, Boulifa, il était archéologue par la force des choses, par accident, mais par le fait aussi de ses fonctions d'enseignant de berbère à l'université et à l'école normale. À l'époque, l'archéologie, il y avait beaucoup d'archéologues et puis surtout que l'archéologie, elle s'enseignait à l'université. Déjà donc à l'école supérieure des lettres, dans la chaire d'histoire de l'Afrique du Nord ancienne, antique, par Masqueret et puis par Stéphane Gzell, plus tard aussi par Carcopino. Et puis, il y avait pas mal de sociétés archéologiques à travers le pays, la société archéologique d'Oran, de Constantine, la société aussi géographique d'Alger qui publie aussi toutes les trouvailles archéologiques du moment. Et puis, il y avait le musée d'Alger qui était là pour recueillir tous les objets, disons les épitaphes, les inscriptions, etc. Et Boulifa, il a été envoyé par Stéphane Gzell au début du siècle, parce qu'on venait de découvrir, suite, disons, par l'administration et par les habitants, qui ont fait connaître une inscription locale qui était importante, c'est l'inscription d'Ifira. Ce n'était pas une inscription au funéraire ou une stèle, c'est disons, c'est une fresque d'écriture, disons rupestre, où il y avait plus de 300 signes libico-berbères. Et puis Stéphane Gzell, il a envoyé un spécialiste berbérisant pour recueillir cette inscription. Il était parti avec une petite équipe d'archéologie, des dessinateurs et tout cela. Et puis, disons, il a accompli admirablement sa mission, puisqu'après cette inscription, elle a pu être publiée, à la fois, disons, dans le bulletin archéologique en 1909, et puis il a signalé aussi dans le bulletin de la Société des travaux historiques et scientifiques de Paris, qui dépend du ministère de l'Instruction publique. Et puis, une année après, même, et l'année suivante, c'était au cours des vacances scolaires, parce que Boulifa, ce n'était pas un archéologue à plein temps, ou un recueil d'épigraphes à plein temps. On l'a envoyé de nouveau dans le Haut-Sebaou, où il a recueilli à la fois des objets archéologiques et d'autres inscriptions libico-berbères, ainsi que des inscriptions latines. Et tout cela, il l'avait publié dans la revue africaine. Donc les spécialistes de la bibliographie de Boulifa connaissent ses travaux et les avaient publiés. Il avait apporté sa contribution à la connaissance de l'épigraphie berbère et surtout aux inscriptions de la Kabylie qui sont, disons, typiques par rapport aux autres inscriptions libico-berbères. Je veux dire, les spécialistes aussi des inscriptions libiques de Kabylie connaissent l'originalité de ces documents-là. Cette curiosité qu'Amar Boulifa développe dans plusieurs domaines le destine à d'autres domaines d'études. Après ces découvertes archéologiques, Boulifa ajoute une notice sur la Zaouïa de Sidi Mansour. Cette étude de la Zaouïa et de la période de sa fondation fut à l'origine d'un ouvrage historique plus approfondi et plus vaste, le Djurdjura à travers l'histoire, organisation et indépendance des Souawa. Boulifa avait, disons, une œuvre scientifique, linguistique relativement importante pour l'époque. Et puis, quand il a abordé la question de l'histoire, il a d'abord abordé des questions suite à ses enquêtes d'archéologie, d'archéologue et d'épigraphie libico-berbère. Et puis, le livre d'histoire qu'il avait écrit et édité s'appelle le Djurdjura à travers l'histoire.
c'est-à-dire c'est une monographie de la Kabylie occidentale, de l'Antiquité jusqu'à la fin de la période ottomane, jusqu'à la veille de 1830. Et sur quoi il a constitué cette histoire. Autant l'Antiquité, c'était vraiment... il avait écrit à peu près, il a écrit l'histoire de la Kabylie de l'Antiquité, elle est très peu connue, quelques vestiges archéologiques, plus ses missions dans le Haut-Sibbaou et dans la Kabylie maritime entre les années 1909 et 1912, ces excursions archéologiques. Et puis les travaux faits par d'autres archéologues contemporains ou antérieurs. Là, il a constitué une petite partie qui fait moins d'une vingtaine de pages. Après, il y a eu la période, disons, de la période musulmane, du 7e siècle jusqu'au 15e, période, on va dire, arabo-musulmane, et des royaumes berbères, jusqu'au 16e siècle. Mais la partie la plus intéressante et la plus riche, c'est la Kabylie à l'époque turque. Là, ça constituait quelque chose comme 80% de l'ensemble de l'ouvrage. Et là, c'est à travers les traditions orales qu'il a recueillies, patiemment, à travers le pays, et puis les écrits des historiens de l'époque. Donc, il a glané toutes les informations concernant la Kabylie indépendante, que la Kabylie qui ne relevait pas du Marzen turc, la Kabylie montagneuse, qui échappait au service militaire et aux impôts. Et puis cet ouvrage publié en 1925, il a été réédité très récemment, c'est pour dire que c'est un ouvrage, disons pour cette partie, surtout la Kabylie à l'époque turque, jusqu'à présent elle n'est pas dépassée encore. Donc il avait fait un travail original qu'on peut saluer pour l'époque. Boulifa a laissé une œuvre importante. Il était un berbérisant prolixe qui s'est intéressé à la langue, à la littérature, à l'archéologie et à l'histoire de sa région natale. Ammar Boulifa prend sa retraite en 1929 et meurt le 8 juin 1931 à Alger. Il sera enterré au cimetière d'El Qattar à Bab El Oued. Il ne laissera pas de descendance. Pendant la guerre de libération, l'ensemble de sa bibliothèque et de ses documents entreposés dans sa maison à l'écart du village d'Adeni seront détruits par un incendie allumé par l'armée française qui craignait que la maison ne serve de refuge aux maquisards de la région. Depuis Boulifa, on n'a rien inventé. La question de Simoua Oumhan, tout le monde l'a repris, notamment par Mouloud Feraoun, Mouloud Mamri, Tassadit Yassil, Salem Chaker, tout le monde, nous tous, nous reprenons. Nous faisons que répéter Boulifa avec des plis différents, etc. Vous voyez, même sur les questions de la langue, c'était le premier enseignant de la langue. Donc c'est vrai que Boulifa est l'ancêtre de toutes les problématiques qu'on est en train de travailler aujourd'hui.